Hello à tous, bienvenue à votre émission La Pause littéraire. Ce numéro est consacré au SILA, Salon du livre d'Abidjan, qui s'est tenu au Palais de la Culture de Treichville. Nous avons interviewé des acteurs du livre, tels que des représentants d'associations de libraires, des parents d'élèves et des élèves sur l'événement. Suivons ce reportage que j'ai réalisé pour votre bonheur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Étienne François, directeur des éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire. Pour le SILA 2022, comment ça se passe? Je pense que vu l'affluence, vu l'engouement de la jeunesse et des organisateurs, je peux dire que c'est un grand et beau succès. Vous êtes venu ici avec combien d'auteurs? On est venu avec une vingtaine d'auteurs. Là, vous avez vu l'affluence des auteurs qui n'étaient pas programmés, qui sont venus quand même. Et ce qui dénote de la persévérance et de l'unicité de nos auteurs par rapport à la maison d'édition. Et aussi, avec l'apport du public, nous avons constaté un franc succès. Est-ce que les gens ont répondu à l'appel? Oui, nous avons constaté quand même une affluence exceptionnelle. On dénote même la fermeture aujourd'hui où les stands sont débordés. Les jeunes, notamment les élèves, écoliers, c'est là le vivier en fait. Le vivier, et c'est une bonne chose que le SILA implique les jeunes et les incite à la lecture. C'est la relève, le développement et la réussite totale pour une école émergente. Je pense que c'est une bonne opportunité pour chacun de nous et des parents aussi qui ont accompagné les enfants de soutenir ce mouvement-là. D'accord, par rapport au stand, comment vous avez trouvé les prix? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est pas abordable? Bon, on peut dire que les prix sont un peu chers quand même, vu l'économie un peu réfractaire. Mais bon, la solution trouvée par les organisateurs, c'est qu'on pouvait aussi s'associer. Et c'est ce que chacun essaie de faire. Et c'est une bonne opportunité, on ne va pas rester en marge. Après, il faut en discuter et puis bon, on va faire le point. Mais déjà, c'est une belle aubaine pour chacun des éditeurs d'être présent quand même, malgré tout. Et est-ce qu'au niveau de l'Harmattan, vous avez pu écouler des livres de certains auteurs? Oui, au niveau de l'Harmattan, nous avons fait le maximum pour que les auteurs et les livres soient présents. Et c'est une belle idée. Et nous encourageons et félicitons tous ceux qui sont venus. Et nous pensons que nous pourrons faire mieux l'année prochaine pour que la chose aille mieux pour chacun de nous, quoi. D'accord. Certains auteurs de l'Harmattan ont reçu des distinctions et des prix pendant ceci-là? Oui, mais on fera le point tout juste après la fermeture. D'accord. Et qu'est-ce que cela vous fait d'être au SILA cette année? Oui, le SILA, c'est la vitrine. C'est un peu comme notre 1er janvier de l'année civile. Pour les éditeurs, c'est une bonne opportunité de présenter non seulement les auteurs, mais aussi les nouveautés et essayer de voir au niveau des sorties comment améliorer ce que nous avons déjà en box. Donc je pense que c'est une belle initiative qu'il faut encourager et puis soutenir les organisateurs, les éditeurs, les libraires et l'ensemble de la chaîne, y compris les autorités qui soutiennent aussi ce type d'activité. D'accord. Quels sont vos souhaits pour la prochaine édition? Oui, comme rien n'est parfait, ensemble, chacun des acteurs tirera les conséquences, les leçons de cet événement. Parce qu'il faut reconnaître aussi que ça fait quand même près de 2 ans de démol dû à la pandémie. Et c'est un franc succès pour le moment. Ensemble, nous allons faire certainement des réunions pour pouvoir faire le bilan et puis faire d'autres propositions. Toujours est-il que je pense que l'essentiel c'est fait. Il y a eu réconciliation entre le livre et le public, les éditeurs et l'ensemble des acteurs. C'est déjà important et nous encourageons cette initiative-là. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît, présentez-vous.
c'est Daniel Langbo, représentante du Salon ivoirien, le Salon ivoirien de livres d'Abidjan, représentante ALCI, l'Association des libraires de Côte d'Ivoire. Comment s'est passée l'exposition aussi là cette année? C'est bien passé, avec l'organisation, tout a été parfait. Au niveau des livres, au niveau de la présentation et au niveau de l'agencement des stands, tout s'est bien passé. D'accord, au niveau des stands, vous n'avez pas eu des soucis? Non, on n'a pas eu de soucis véritables. D'accord, et l'engouement, comment vous l'avez trouvé? Bien, sauf que la plupart des clients ou des personnes qui viennent aussi là sont des élèves. Ce que nous, on veut prôner, c'est que la lecture soit l'affaire de tous. Que ce soit aussi l'affaire des parents, que ce soit aussi l'affaire des grandes personnes, pas forcément les enfants, puisque les livres sont adaptés à tous les âges. Et les ventes, comment on peut les évaluer? Elles sont bonnes ou pas? Dans l'ensemble, ça peut aller. Mais nous sommes une association de librairie, de libraires. C'est la prestation de services que nous faisons. Donc nous ne pouvons pas dire véritablement quel est le chiffre qui se fait ici et comment ça se passe. Et pour l'année prochaine, que souhaitez-vous? Une organisation plus accrue, surtout au niveau de la restauration, au niveau de l'hygiène de l'endroit. C'est tout. Merci. Je vous en prie, madame. Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis madame Assouan Netano Geneviève. D'accord, vous êtes aussi là ici, pour quelle raison? Nous sommes là avec nos enfants pour venir visiter les stands, rentrer dans l'univers même du livre et puis découvrir, échanger avec les auteurs et toucher du doigt même ce que c'est que le livre. D'accord, cette année, c'est le dernier jour. Que souhaitez-vous pour la prochaine édition d'ici là? Nous souhaitons que cette année, les prochaines éditions soient encore plus festives, soient encore plus renforcées, pour qu'on ait plus d'entretien avec les auteurs. Parce que tout à l'heure, nous avons fait une rencontre avec le célèbre écrivain Kamara Nangala, qui a été très enrichissante pour nos enfants et pour nous-mêmes. Il a donné de sages conseils, il a donné les raisons, les motivations, l'utilité du livre pour l'enfant. Et aujourd'hui, c'est très important pour nos enfants. D'accord, on peut savoir les genres de livres que vous avez achetés? Les livres, nous avons acheté des romans, nous avons acheté des recueils de contes et puis un peu de poésie. Merci à vous. Je m'appelle Ewabole Mathis. Je suis un élève en classe de 3e. Ici, je suis venu voir des livres qui m'intéressent. Voilà, c'est ça. Bon, c'était bien, on a trouvé beaucoup de livres, c'était intéressant. J'aime bien les livres sur l'informatique et puis aussi les mangas. Oui, mes parents m'ont acheté des livres. Merci. Nous avons également interviewé des écrivains comme Ami Traoré, Anne-Marie Kra et l'écrivaine Sonia Affran. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Ami Traoré, écrivaine, activiste et présidente de la Fondation du Trésor. D'accord, et vous êtes aussi là ici, pourquoi? Je suis aussi là pour présenter mon troisième bébé, qui est un recueil de nouvelles intitulé À l'aube des lendemains incertains avec Harmattan Côte d'Ivoire. C'est vrai que je suis déjà auteur d'une première œuvre qui est une œuvre autobiographique, qui est Le couteau brûlant, qui parle de mutilation génitale féminine. Après, il y a eu Caché derrière le mur, qui a été publié à Harmattan Côte d'Ivoire, qui parle aussi des violences basées sur le genre. Et je reviens avec ce troisième bébé que je présente aussi là. D'accord, À l'aube des lendemains, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre? À l'aube des lendemains incertains, c'est un voyage, un long voyage où je décide d'embarquer en fait mes lecteurs à travers des récits de personnages qui s'apparentent à nous, vous et nous. Parce que en fait, quand on parle aujourd'hui des sujets comme l'immigration, la participation des femmes en politique, de l'avortement, du féminicide, donc aujourd'hui, moi je me sers en fait du livre comme moyen de sensibilisation. Donc je propose ce recueil de nouvelles pour permettre à nos lecteurs aussi d'avoir une idée de ces sujets d'actualité. Et je laisse toujours le débat ouvert, voilà, parce que tout est fait d'incertitudes. Voilà, demain est fait d'incertitudes, après-demain est fait d'incertitudes, on ne maîtrise vraiment pas de choses. Donc on sait hier, on sait aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Donc lorsque des personnes décident de partir à l'immigration,
c'est une incertitude. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Quelqu'un qui décide de briguer un mandat, c'est aussi une incertitude. Est-ce que je vais gagner, je ne vais pas gagner? Même quand on se retrouve à des sujets par rapport à l'avortement, on a pris cette grossesse, dont on se pose vraiment des questions. Est-ce que vu mes ambitions professionnelles, est-ce que ça cadre? Donc vous voyez, tout est question d'incertitude. Même l'amour, c'est question d'incertitude. Et je termine ce recueil de nouvelles par l'amour. Aimer quelqu'un, trouver quelqu'un, on ne sait jamais. Est-ce que c'est le bon, c'est le mauvais? Tout est question d'incertitude. C'est pourquoi je dis à l'aube des lendemains incertains, c'est le bon la vie, c'est le bon l'amour. D'accord, à voir vos différents sujets, on dirait que vous êtes féministe, oui ou non? Oui, je dirais que je suis féministe, mais surtout activiste. J'aime beaucoup ce thème activiste parce qu'il y a des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Des causes là où je me bats pour montrer, pour interpeller en fait l'opinion sur des violences par exemple on ne fait vraiment pas attention. Dans mon premier livre, Le couteau brûlant, c'est mon histoire que j'ai rencontrée par rapport aux mutilations génitales féminines. Ça a été un témoignage douloureux, difficile, mais il n'y a rien de beau que de montrer à la face du monde que c'est vrai. Je suis une victime, mais on peut devenir une survivante. Ça veut dire, je quitte ce côté résigné pour devenir cette combattante, pour porter haut et fort le cri de toutes les femmes qui n'ont point de bouche. Et c'est ce que j'ai décidé de le faire à travers le livre. Je l'ai fait avec Caché derrière le mur. Je l'ai fait aujourd'hui avec À l'aube des lendemains incertains. Et vous allez toujours trouver Ami Traoré qui s'est parlé de tous ces thèmes qui a trait à la femme, aux droits de la femme. Et quand on dit droits de la femme, c'est les droits de l'homme avec grand H. Qu'est-ce qui vous motive à plus défendre le droit des femmes? Oui, mais je suis d'abord une femme. Je dis toujours, les hommes aussi vont parler de leur combat. Mais d'abord, je pense que je suis venue à l'écriture. C'est vrai qu'il y a la passion parce que je suis littéraire de formation. Mais il faut dire que je suis venue à l'écriture pour moi-même d'abord, pour guérir, pour mettre des mots et des lettres sur ma blessure, ma douleur et surtout partager mon espoir. Et c'est ce qui était très important pour moi. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse parce que je reçois tellement de messages, tellement de messages aujourd'hui qui me disent « Ah, grâce à ton témoignage, je me regarde à nouveau numéro, je suis fière de moi, tout. » Cela, ça a permis aussi aux gens de comprendre l'atrocité que les jeunes filles victimes de l'excision vivent, la stigmatisation, le rejet. Et moi, le livre m'a beaucoup aidée et c'est pourquoi j'ai décidé de passer à travers le livre. C'est comme d'autres peuvent passer par la culture, j'ai de la culture, la peinture, la danse, quelle que soit notre forme d'expression. Il faut toujours briser le mur du silence par rapport aux souffrances que nous avons. Et c'est ça le plus important. J'aimerais savoir par rapport aussi là, vous êtes satisfait par rapport à l'exposition de vos différents livres? Oui, on est satisfait. Vous savez, c'est depuis, on va dire, c'est ça, une année ou deux. Bon, voilà, ensuite, la maladie à Corona, on est de retour. Et je pense que le plus important, c'est le partage. Et vous savez, quand on est seul dans la librairie en train de dédicacer, c'est pas pareil avec toute cette chaleur. Et aujourd'hui, on est là, on rencontre les lecteurs. Ils ont le temps de mettre des visages sur ces différents noms, comme il y a des personnes qui voient seulement qu'à la télévision. Et je pense que au-delà de tout ça, il y a beaucoup de panels, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'activités qui fait qu'on ne s'ennuie pas aussi là. Donc vraiment, je suis très très heureuse et voilà, on peut dire que vive SILA 2023 et j'espère qu'on pourra revenir à d'autres ouvrages. Donc en tout cas, on a passé un excellent moment et j'espère aussi que nos lecteurs ont été très heureux de partager ces quelques jours avec nous. Et concernant l'écriture, vous avez des ambitions de publier d'autres œuvres ou vous arrêtez seulement à ces 3 œuvres que vous avez publiées? J'ai 4 ou 5 manuscrits déjà de près, donc on ne s'arrête pas parce que moi je dis toujours, tant qu'il y aura encore des violences, tant qu'il y aura des personnes, des femmes encore qui se meurent dans le silence de l'oubli, Ami Traoré aura toujours sa plume pour dénoncer. Et j'espère que notre voix sera entendue parce que je dis toujours, le livre n'a pas besoin de visa ni de passeport, mais il voyage. D'accord. Un message par rapport au ministère de la Femme et de la Famille qui défend les droits des femmes? Oui, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place. Et je pense que nous, en tant que société civile, nous travaillons avec le ministère. Et surtout aujourd'hui, ce que nous demandons au ministère,
c'est surtout de mettre en place beaucoup de centres d'accueil ou bien de centres de transit dans les différentes régions, surtout les régions de l'intérieur, pour permettre à toutes les personnes, surtout les femmes, lorsqu'elles sont victimes de violences, pour trouver refuge, ne serait-ce que de 72 heures, et équiper ces centres-là de bibliothèques. C'est très important, de bibliothèques, voilà. Elles vont lire et à travers les histoires, elles peuvent aussi prendre des décisions. Et c'est ce que nous pouvons lancer comme appel à notre ministère. D'accord. Un conseil à l'endroit de la jeunesse. À la jeunesse, je dis à la jeunesse de beaucoup se cultiver. Parce que nos enfants lisent peu. Aujourd'hui, à l'heure antique, nos enfants lisent peu. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Alors que moi je dis toujours, le livre nous apprend tellement de choses. Donc je demande à nos enfants de vraiment se cultiver et surtout à cette jeunesse de faire du livre, surtout les études aussi une priorité, parce que nous voyons tout ce qui gangrène, non pas des grossesses en milieu scolaire, de tout ce qui est viol, tout. Donc tout ce que nous demandons à notre jeunesse aujourd'hui, c'est de se prendre en main, de rester focus et se dire que lorsque j'ai un rêve, si je me donne les moyens et je mets du sien, on arrive toujours à réaliser ce rêve-là. D'accord. Et concernant les jeunes qui veulent vous ressembler, quel message avez-vous? C'est un honneur. Mais vous savez, moi je dis toujours, chaque personne a son parcours de vie. Mais vraiment, il faut être très, très fort dans la tête parce que, voilà, chaque personne a son parcours de vie, il y a les épreuves. Mais c'est comment transformer un vécu douloureux, un vécu traumatisant en une force. C'est ça le plus important. Ne pas toujours s'apitoyer sur son sort et se dire que non, je laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber. On va arracher, on se bat jusqu'au bout et on va voir que au moment où on espère plus, en ce moment qu'il y a cette étincelle qui sort de nulle part pour nous dire que bon voilà, tu as tenu bon et ça va aujourd'hui. C'est ça le plus important. D'accord, merci. Je vous en prie, merci. Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Anne-Marie Kra, écrivaine littérature jeunesse. Pourquoi vous êtes là? Je suis là pour les dédicaces de livres jeunesse pour enfants. Je suis très heureuse d'être là parce que c'est une fois dans l'année cette opportunité que ce salon nous offre de découvrir, d'être avec nos lecteurs, de présenter nos ouvrages, de faire des dédicaces, de faire des photos, souvenirs. Vraiment, c'est une joie pour moi. D'accord. Vous avez à votre compte combien de livres? 3 ouvrages. Le premier, pourquoi les enfants doivent-ils apprendre à pardonner? Un recueil de 5 contes, voilà, qui se laisse lire. Et le deuxième livre, Nani aime l'école, qui invite la jeune fille à l'école, à aimer l'école, à être courageuse et ambitieuse. Et le troisième livre, c'est L'orphelin et la princesse. Dans cet ouvrage, j'invite les enfants à avoir des valeurs morales. Dans l'histoire de L'orphelin et la princesse, il y a Amma, la belle princesse, dont le père a organisé une compétition et a promis au vainqueur la main de sa fille. Ofa a réussi à épouser Amma par ses valeurs, par son courage, par sa détermination. D'accord, et à travers ce livre, L'orphelin et la princesse, quel message vous voulez transmettre aux enfants? J'aimerais inviter les enfants à être courageux, déterminés, à avoir des valeurs morales, parce qu'il y a tellement de phénomènes qui les détournent aujourd'hui du bon chemin. Voilà, de ne pas se laisser influencer par les phénomènes qui viennent les détourner, d'être déterminés à la réussite, d'être remplis de sagesse. Voilà, et surtout écouter les parents. Quelle est votre position sur l'éducation de nos enfants actuellement? Aujourd'hui, si nous invitons nos enfants à la lecture, nous allons les sauver, nous allons les encadrer, nous allons les inviter à réussir. C'est comme si on prenait leur main pour aller tout droit sur le chemin de la réussite. Aujourd'hui, un enfant qui n'aime pas lire, c'est la faute aux parents. Je le dis, pourquoi? Parce que l'enfant copie son parent. Voilà, il faudrait que le parent lui-même inculque les valeurs de la lecture à son enfant. On est aussi là, on voit les parents, il y a certains parents vraiment qui viennent avec leurs enfants, qui achètent des livres pour leurs enfants. Voilà, c'est ça l'exemple qu'il faut donner aux enfants. Il faut les amener aussi là, il faut les amener dans la librairie, acheter des livres pour eux, les habituer à lire, voilà, et les occuper sainement. D'accord, qu'est-ce qui a motivé notre auteur à écrire? Je veux apporter ma pierre à l'édification morale des enfants. Voilà, c'est ma petite contribution. Nos enfants d'aujourd'hui sont des cadres de demain. Donc pour une société meilleure demain, il faudrait dès maintenant
encadrer la jeunesse, la pépite, nos joyaux, ceux pour lesquels on se bat nuit et jour. On va au travail, on transpire. Il faudrait qu'on leur laisse un bel héritage. Et l'héritage que moi je veux offrir aux enfants, que je veux laisser aux enfants, c'est des valeurs morales, une bonne éducation, les amener à aimer lire, à aimer la lecture, à aimer le livre, à prendre le livre comme leur ami, leur compagnon. Voilà. D'accord. Quel est votre avis sur les enfants qui se laissent dominer par ce phénomène qu'est le broutage et plein de mots qui touchent notre société? J'aimerais inviter les enfants à se ressaisir. Pour ceux qui sont déjà sur un mauvais chemin, à se ressaisir. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'aimerais les inviter à se ressaisir, de penser à l'amour des parents et de se ressaisir, de venir sur le bon chemin. Aujourd'hui, il n'y a pas de réussite à chercher des malédictions. Non. Il faut écouter les parents, il faut suivre les bons conseils, il faut suivre le bon chemin. C'est-à-dire aller à l'école, parce que quand on est enfant, il faut aller à l'école. Il ne faut pas s'adonner aux jeux dangereux. Non. Il faut aller à l'école pour apprendre. Et c'est en apprenant, en allant à l'école que demain, on réussit. Il y a certains qui ont réussi sans aller à l'école, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà, avec beaucoup de difficultés. Et ces personnes aujourd'hui cherchent à savoir lire et écrire, à se rattraper. Donc au lieu d'aller et de revenir, mieux vaut aller, voilà, pour de bon. Donc c'est-à-dire dès l'enfance, apprendre. Pour que demain, quand tu es grand, tu es formé et tu peux former encore d'autres enfants. Vous êtes très jeune. On sait que précédemment, il y a eu beaucoup d'écrivains africains. Quels sont ceux qui vous ont inspiré à écrire? Paix à son âme, Papa Benabé Dadié. Cet homme, un grand homme qui m'a initié à la lecture depuis toute petite. Il y a aussi Isaïe Biton Koulibaly, paix à son âme, qui m'a... vraiment, chapeau bas à tous ces écrivains. Et il y a aussi le président Itimaker, il y a Josué Guebo, il y a pas mal, il y a toute une liste d'écrivains africains qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a Fatou Keïta aussi, la doyenne. Il y a aussi Hélène Lobé. Vraiment, ils sont nombreux. Surtout, le doyen Kamara Nangala. Oh là là, ils sont nombreux. Je ne pourrais pas tous les citer, ils sont tous formidables. J'ai beaucoup aimé leurs plumes. D'accord. Et quel conseil vous avez à donner à la nouvelle génération qui veut vous ressembler? Ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'aimer déjà la lecture. Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture, je leur donne comme conseil de commencer avec de petits livres bien illustrés. Et petit à petit, le goût de la lecture vient et ça vient. Mais quand on commence par des gros livres trop volumineux, on s'en lasse. Pour ceux qui n'aiment pas lire, je précise. Maintenant, pour ceux qui aiment lire, je les invite à continuer, à toujours acheter des bouquins, à s'occuper, à découvrir encore d'autres plumes. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, je reviens encore sur leur cas, et qui donnent souvent des prétextes qui ne sont même pas fondés. Je les invite à se laisser aller, à se laisser tenter, à goûter les livres, parce que les livres sont très délicieux. Les livres sont très délicieux pour l'esprit. Grâce aux livres, on découvre, on apprend. Et ça a tellement de vertus. Donc j'invite tous ceux et celles qui n'aiment pas lire à la lecture des ouvrages faciles à lire, avec des français faciles. Voilà, petit à petit, l'appétit vient en mangeant, comme le dit l'adage. Petit à petit, le goût de la lecture va venir. D'accord, par rapport au SILA, vous êtes satisfait de vos ventes? Par rapport au SILA, par rapport aux années passées, l'affluence n'est pas aussi comme les années passées, mais je me dis qu'après la reprise due à la Covid, certains peut-être étaient réticents, mais ça va, par rapport aux années passées, bon, c'est moyen, mais déjà je commence à constater qu'il y a l'affluence à mon stand, ou bien que les gens ne savaient pas où j'étais, maintenant qu'ils découvrent que mon stand est là,
Voilà, donc juste à l'entrée, je peux dire le nom, hein, à la librairie Carrefour Siloé, c'est là mon stand. Et ils viennent, vous-même vous avez remarqué. Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Sonia Affran, écrivaine, romancière. Et vous avez combien de livres? J'ai 2 œuvres à mon actif en ce moment. D'accord. Et ces 2 œuvres, ils parlent de quoi? Alors, le premier qui est inspiré de faits réels, c'est Le secret de Raïssa. Et ça évoque le thème des traumatismes liés à l'enfance et qui crée après des troubles dissociatifs sur l'adulte. Donc, le thème évoqué, en fait, c'est les troubles dissociatifs de l'identité. Et le second, qui est l'aspect aux alligators, traite du sujet de la dualité. La dualité pour évoquer la part d'ombre et de lumière qu'il y a en chaque être humain. D'accord. Et depuis combien de temps vous écrivez? Alors, j'écris, je lui ai dit que depuis très longtemps, mais j'ai commencé à éditer mes romans il y a juste 2 années à peu près. Le deuxième? Le deuxième parle de la dualité, de la part d'ombre et de lumière qu'il y a en chaque être humain. Donc, je sais d'évoquer les différents aspects de l'être humain pour dire que s'il y a le bien, il faut qu'il puisse comprendre qu'il y a aussi un peu de mal en eux. Et que si on arrive à se recentrer dessus, on pourra les rééquilibrer et faire des êtres équilibrés. Donc, si je comprends, c'est un livre qui parle du spiritualisme. Si vous voulez, un peu de spirituel, mais beaucoup plus. Ça parle d'éveil de l'esprit, de contrôle de son propre esprit et de se connaître un peu soi-même. Donc, un livre un peu cicatrice. Si vous voulez, on peut dire ça. Mais je préfère plutôt dire un livre d'éveil. Voilà, oui. D'accord. Et la conscience, voilà. Généralement, vous inspirez quand? Mon inspiration, c'est tous les jours. Avec le comportement humain, j'apprends aussi de moi-même. Donc, en écrivant, voilà, j'essaie de mieux connaître l'être en face de moi et de me connaître moi-même un peu plus. Mais le moment où vous écrivez plus, c'est la journée, la nuit? Moi, c'est plutôt la nuit. La nuit, quand tout est vraiment calme, voilà. Et c'est en ce moment-là où tout le monde est vraiment endormi, que moi, je retrouve mon inspiration, mon calme et je me mets à écrire. Votre source d'inspiration au niveau de l'écriture, elle vous vient d'où? Ma source d'inspiration, vraiment, je dirais qu'elle vient de l'amour de mon prochain, de l'amour de l'être humain. Parce que c'est vraiment parce que je me suis vraiment intéressée à l'être humain que nous sommes et que je me suis mise en fait à écrire voilà, sur ces thèmes-là. Et votre regard sur la situation de la femme dans la société? Je pense que la femme a une place très très importante dans la société parce que c'est la femme qui procrée. Déjà, la procréation vient de Dieu. C'est notre Dieu qui a tout créé sur la terre. Et déjà, je vois que la femme, avec tout ce qu'elle fait, elle peut se placer en place de leader pour les générations. Et pour, voilà. Vos impressions par rapport au SILA? Le SILA, je pense que c'est une très très belle initiative. C'est mon premier salon et eux, je pense que c'est la 12e édition. Et vraiment, c'est une vraie reconnaissance et un vrai tremplin pour pouvoir faire des rencontres avec nos différents lecteurs et surtout pousser le lectorat africain à encore plus s'intéresser aux livres. Donc voilà. Par rapport à l'organisation, quelles sont vos idées? Moi, je trouve que l'organisation est déjà très bien parce que déjà, ça brasse du monde. Donc, je pense que déjà, c'est une très belle réussite. Parce que pour un salon africain, je comprends aussi que nos frères africains, vraiment, on se réintéresse à la lecture. Et je trouve que vraiment, le SILA fait du beau boulot. Vous avez pu vendre? Ah oui, bien sûr. Le but, c'était ça. Donc, j'étais là sur les 2 jours, enfin sur les 3 jours. Le lundi, j'ai été pour l'ouverture et le jeudi et le vendredi, là aussi. Donc, je suis très contente que certains lecteurs s'intéressent vraiment à mes différents thèmes. Donc, je pense que ça a été une belle réussite d'être sur ce salon. Un appel face aux autorités pour les prochaines éditions? Je pense qu'il faut qu'ils mettent un peu plus à essayer de construire des bibliothèques, vraiment intéresser un peu plus la jeunesse à s'intéresser aux livres. Et je pense que le salon est un vrai tremplin. J'ai vu il y a des lycéens, des collèges qui venaient avec leurs élèves et tout. Je pense que tout ce que l'État devrait faire, c'est vraiment de pousser encore plus, de donner des subventions plutôt aux écoles, afin d'amener les élèves à pouvoir disposer même des livres, peut-être même gratuits, pourquoi pas, avoir un budget pour, voilà, offrir des livres gratuitement. D'accord. Un conseil pour la jeunesse, pour tous ces jeunes qui veulent vous ressembler? Alors, je leur dirais de lire, que lire ouvre l'esprit. S'il veut devenir des leaders de demain, c'est pas la lecture qui peut passer. Parce qu'en lisant, on prend le contrôle de son esprit. Et celui qui prend le contrôle de son esprit s'éveille au monde et contrôle son monde, en fait. De retour dans ce studio, chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'émission La Pause littéraire. Aujourd'hui, ce numéro est consacré au SILA, Salon du Livre. C'est parti pour la première pause musicale, puis on revient. Dancer on the beat. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour manger la savez-nous un peu. Chaque
jour qui passe, on frappe à la porte de l'amour, en espérant qu'il nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on veut trouver notre âme sœur quelque part, mais apparemment l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux là c'est trop chic, c'est ça qu'on appelle love. Pour nous là c'est renversé, love est devenu vélo. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Hey, yeah. On souffre trop, vous-même va nous tuer, oh. Dans nos relations, tous les jours y a explication. Voilà, et on souffre trop, toujours c'est discours. Jusqu'à même pour gagner bisous, souvent on se met à genoux. Pourtant on dit que l'amour se trouve partout, mais apparemment, pour nous là ça est dans tout. Aujourd'hui matin c'est doux, le soir ça devient bizarre, le lendemain c'est renversé. Love est devenu vélo. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Hey, yeah. Donnez-nous un peu, servez-nous un peu, servez-nous un peu, mais veut nous tuer. Donnez-nous un peu, servez-nous un peu, servez-nous un peu. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Servez-nous un peu, mais veut nous tuer. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Hey, yeah. Attends, toi ta relation là c'est comment? C'est love ou bien c'est vélo? C'était Roseline Yao dans Donnez-nous un peu, une artiste ivoirienne qui vous chante l'amour. Nous avons également échangé avec des écrivains comme Tubus Kofi, Anzata Ouattara et Werewele Liking. Voilà, alors, sur ce plan-là, je vais vous décevoir. Non, je ne suis pas content. Je profite de votre micro pour m'adresser aux autorités de ce pays. Quel type de citoyen veut-on construire en Côte d'Ivoire? Au nom de quoi une gamine, parce qu'elle a de jolis seins, de jolies fesses, peut être récompensée à des millions de francs, peut être reçue au plus haut sommet de l'État, et le plus grand écrivain de ce pays, qui a le prix du plus prestigieux des écrivains africains, doit recevoir 1 million. Pourquoi? Ça veut dire que Bernard Dadier ne vaut qu'1 million. Mais 20 années consacrées à écrire des livres, ça ne vaut qu'1 million par rapport aux fesses des gamines qu'on applaudit et qu'on monte à la télévision. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce choix qui frise le choix politique pour détruire toute une nation. On ne construit pas une nation sur ses bases fragiles. On construit les grands pays, les nations avec l'intelligence. Vous comprenez? Avec le cérébral. C'est pas avec
le culte des DJ Arafat, des DJ Drogba et des Miss Côte d'Ivoire qu'on va bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Non, 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 non. J'ai déjà dit, je n'accepte pas le montant de ce prix. Je ne toucherai pas à ça. J'accepte l'idée du prix Bernard Dadier qu'on m'attribue. Mais le million, je ne le prends pas. Le prendre, c'est offenser Bernard Dadier, c'est offenser Zali Zaourou, c'est offenser Memel Fauté, c'est offenser tous ces grands penseurs qui ont aidé ce pays à traverser les moments les plus durs et qui ont quand même tissé un merveilleux avenir à ce pays-là. Aucun pays ne peut se bâtir sans ces penseurs. C'est nous autres qui tissons les rêves. De respecter les hommes de lettres, de respecter l'intelligence cérébrale, d'accepter qu'on puisse mettre les gens brillants au devant des choses de ce pays. Il faut honorer la littérature. Que ce salon soit le dernier auquel la Côte d'Ivoire politique ne participera pas. Pour le prochain concert, j'attends de l'autorité suprême de ce pays, du ministère de la Culture, un investissement et un engagement plus évident et des actes forts qu'on va poser pour honorer les écrivains de ce pays. Aucun autre pays ne peut se construire sans ces écrivains, sans ces vendeurs de rêves, sans ces philosophes, sans ces poètes, sans ces romanciers, sans ces auteurs dramatiques. Si la Côte d'Ivoire ne comprend pas ça, elle va s'enfoncer. Elle sera maudite par ces hommes de pensée. Je souhaiterais donc, c'est cet appel que je lance aux autorités, qu'on accorde la place qu'il faut au livre. C'est le symbole du savoir, c'est la clé de l'intelligence, c'est celle qui nous ouvre au mystère du monde, c'est celle qui va nous permettre de déchiffrer toutes les énigmes qu'on n'a pas pu déchiffrer et qui font que l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire trébuchent. Aujourd'hui que je suis arrivé aussi là, j'étais très heureux de voir que ça, cette jeunesse, ces enfants, et puis une chose qui est remarquable, les enfants sont venus avec leurs parents. Et les parents ont acheté les livres pour les enfants. Et j'ai surtout été surpris de savoir que les gens lisent des poèmes. Je ne sais plus, c'est plus une quarantaine de livres de poésie signés de Tibius Kofi que j'ai dédicacé aujourd'hui. Mais la poésie est quand même un genre ardu. Et que ce peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui se met à lire de la poésie. Est-ce pour orner leur salon qu'ils ont pris de Tibius Kofi? Est-ce pour lire? Je veux croire que c'est pour lire. C'est un motif d'espoir pour moi. Un peuple qui s'ouvre à la poésie est un peuple qui est promis un bel avenir. Ça veut dire que les cerveaux sont là pour ça. Les esprits sont ouverts à ça. C'est le politique qui ne suit pas et qui tue le cerveau des habitants de ce pays. Et il faut que le politique se réveille. J'ai plus de messages à leur donner, sauf que je suis content de leur réaction par rapport au livre. Une jeunesse fermée au livre est une jeunesse morte. Mais une jeunesse qui s'ouvre au livre est une jeunesse prometteuse. Une jeunesse qui a décidé d'aller à la quête du savoir, d'aller au sommet de la montagne, voler l'or des titans. Comprenez, pour venir descendre parmi les hommes, les humains, et leur distribuer ce savoir. Ça augure d'avenir flamboyant. Aujourd'hui, je passerai une belle nuit de savoir que enfin, mon peuple a accepté de lire. Ils sont ces dirigeants qui n'ont pas compris l'importance du livre, mais le peuple, lui, l'a compris. C'est l'essentiel. Suivons aussi ce reportage. C'est parti pour la deuxième pause musicale, puis on revient. Faut t'agenouiller, on fait rien ça, on fait rien ça, Il y a fait encore, ma chère. C'est ça, J'ai rencontré Bichou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, y'a plus de prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Je veux savoir où on va, parce que dans ma peau de femme,
je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas tes promesses. Maintenant tu veux m'enceinter une deuxième fois pour me déposer. Tu ne veux pas me passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, y a plus prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Fini le magicien, puis monte-moi la guitare. Papa François Cognan. Daisy Frangine. Le Dominique. Je l'ai supplié pour la dot. J'ai pleuré les larmes de mon âme, mais je n'ai jamais rien vu venir. Étant fatigué, j'ai décidé de me retirer. C'est maintenant qu'il est chaud. Bébé, je veux te présenter à maman. Bébé, je veux te présenter à papa. Bijou, c'est trop tard. C'est maintenant tu me veux. Je suis déjà partie. Un avenir meilleur m'attend. Moi que tu vois là, quelqu'un saura ma valeur. Maintenant que c'est gâté, c'est là que tu veux. Je suis déjà partie. Toi, c'est maintenant que tu veux. Tu n'as rien vu encore. Il tendance stylé sur le côté. Allez, baka, 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 chole ka descendé. Kume m'a gagné, l'on va se gâter. Kume n'a pas loupé. Tonton il ne samouraï. Comme il tourné, ça maintenant qu'il est fait. Il veut Dembélé, il se donne du prison. Compa Bali, pour le tourner, c'est le dire, c'est janvier. Abdul Karim, Kenzo Kashmani. Yo, man, Chadou. Le grand maître Foggy, bisous là-bas, bisous là-bas, bisous là-bas. Maman Dorian Six Killer. Là, on fait comment? Philo DJ. Oh. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, y a plus prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux? C'était José dans Diplôme, une des meilleures voix féminines de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons réalisé spécialement des reportages au Salon du Livre d'Abidjan, le SILA. Sur ce, à jeudi prochain, même heure, même fidélité. Je vous adore.